Salut à tous, c'est Bismart. Tiens, on va alors pour le coup passer, sans doute 40 minutes sur les 57 que dure l'émission, à réfléchir autour de la politique. Alors pas les petites phrases, pas la course de chevaux, non, la politique. En fait, il y a une question, moi, qui me passionne en ce moment. On va commencer à en parler avec Pierre Giacometti, on en parlera aussi avec Véronique Jérôme, qui s'est fait une spécialité d'analyser la politique à travers les grands indicateurs économiques. C'est globalement aujourd'hui, si vous êtes réformateur, on va le dire comme ça, quelle justification vous pouvez donner aux populations pour leur demander de faire des efforts? À partir du moment où l'argent coule à flot, à partir du moment où vous avez trouvé comme ça, alors j'allais dire sous le pied d'un cheval, non, sous le pied de Christine Lagarde, 100, 120, 150 milliards comme ça. Comment est-ce que vous justifiez les efforts? C'est une question qui me passionne, je pense qu'elle passionne aussi Pierre Giacometti, donc on va en parler ensemble. Et puis sinon, alors... Ajouter à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Et puis au milieu de l'innovation, alors encore sur le secteur de l'assurance, ça n'arrête pas là, ce qui est en train de se passer sur le secteur de l'assurance. Et puis la guerre du cornichon, mais ça, c'est la petite surprise du chef. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Pierre Giacometti, bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Giacometti, alors forcément, je pense que vous le connaissez si vous suivez la politique depuis de nombreuses années, mais là, vous êtes fondateur d'un cabinet qui s'appelle Nocom, depuis quoi, 5-6 ans, 13 Pierre? 13 ans déjà, le temps passe vite, oui. Comme le temps passe. Tout juste 13 ans dans quelques jours. Voilà. Tout juste 13 ans dans quelques jours. Nocom, donc, qui s'intéresse évidemment aux stratégies de communication, mais qui s'intéresse aussi à ce qui fait de toute façon, ce qui a été votre passion, c'est-à-dire fondamentalement ce qui se passe dans le pays profond. Et donc, vous faites, c'est quoi? C'est un rythme semestriel, le tableau de bord de... Tous les 6 mois, le tableau de bord de la transformation de la France depuis juin 2017. On en est à la 9e édition. Et évidemment, chaque édition ajoute encore un peu plus à la richesse d'analyse et d'essayer de tenter de comprendre un peu ce qui se passe dans ce pays, confronté à de nombreuses crises. Oui, c'est ça, parce que vous commencez à avoir un historique, ce qui, je crois, donne évidemment toute sa force et toute sa profondeur à l'exercice des sondages. Ça permet de voir ce qui vraiment impacte dans les mouvements d'opinion sur le sujet central de la transformation de la France, voulu par le président de la République lorsqu'il s'est présenté aux Français il y a un peu plus de 3 ans. Et puis ça permet de voir aussi ce qui, finalement, ne bouge pas, parce que c'est intéressant de voir que malgré toutes ces secousses auxquelles nous sommes confrontés depuis 3 ans et demi, secousses et crises, les tendances d'opinion de fond, il y en a un certain nombre qui résistent un petit peu à toutes ces secousses et qui montrent à quel point elles sont structurées, solides et souvent utiles pour comprendre le jeu des acteurs. C'est pas péjoratif de le présenter comme cela, mais aussi pour comprendre ce qui fait qu'une communication fonctionne ou ne fonctionne pas. Ouais, alors sur le jeu des acteurs, je me permettrais, alors je t'ai pas prévenu avant, mais tu pourras sortir le joker, mais ce qui s'est passé sur Carrefour m'intéresse quand même beaucoup, donc voilà, je te poserai une question là-dessus, mais juste un mot là-dessus avant, quand tu dis... D'où est partie l'idée de faire ce tableau de bord de la transformation de la France? Parce que tu es un cabinet privé, il faut qu'il y ait un client à un moment qui soit intéressé, ou tu t'es dit que ça intéresserait? Bon, en fait, le sujet de la transformation, il vient sur le débat public français, ou sur la table du débat public français avec la candidature d'Emmanuel Macron, qui ne parle pas de rupture, de réforme, de changement. Il parle de transformation. Il utilise finalement un vocable qui est plutôt un vocable d'entreprise. On connaît les plans de transformation dans les entreprises. Les dirigeants d'entreprises qui vous regardent sont très attentifs à ces questions-là et ont à les piloter. Et Macron utilise ce mot qui est plutôt de l'entreprise et il le met sur le politique, sur le champ politique. Il gagne l'élection présidentielle. Et à ce moment-là, nous sommes dans une période où on est en train d'accompagner de plus en plus de boîtes sur leur capacité à faire passer des plans de transformation en interne et auprès de leurs parties prenantes externes. Et en fait, on se dit c'est très intéressant de prendre la France comme une sorte de cas d'école, comme une sorte de cas inspirant, pour voir à l'échelle d'un pays, quand on essaye de vendre, entre guillemets, un plan de transformation à grande échelle sur un pays de plus de 66 millions d'habitants, comment est-ce qu'on fait pour faire passer ce message-là? Comment est-ce qu'on fait pour le traduire en actes? Et comment est-ce qu'on fait pour mobiliser une population? Là, il ne s'agit pas de salariés. La démocratie n'est pas le jeu de l'entreprise. Mais dans un pays comme la France, dans une démocratie, comment la transformation fonctionne ou ne fonctionne pas? Et quand on a eu cette idée en juin 2017, on s'est dit c'est le moment ou jamais de lancer cette transformation et de l'utiliser comme élément d'interprétation pour convaincre nos chefs d'entreprise, nos clients, que quand on fait de la transformation,
Probablement que la période dans laquelle nous sommes, et les événements depuis 3 ans et demi nous ont plutôt donné raison, on ne peut plus piloter la transformation comme peut-être on l'a piloté il y a une dizaine, quinzaine ou une vingtaine d'années, parce que les publics auxquels on s'adresse ne fonctionnent plus de la même façon du point de vue de la capacité à les convaincre. Et est-ce qu'il y a un lien? Parce qu'on va en parler globalement. Est-ce que je peux le résumer comme ça? Ton tableau de bord, il dit Macron s'est planté. Moi, j'ai titré défiance face aux réformes. Juste, pour l'instant, mais est-ce qu'il y a un lien, si jamais l'échec devait se confirmer, entre l'incapacité à réformer la France et derrière plus de difficultés pour les chefs d'entreprise à réformer leurs propres entreprises? Est-ce que c'est poreux entre les deux? Dans l'équation de la transformation, ce qu'on apprend nous tous les jours quand on travaille avec les entreprises, on passe souvent du temps au début du processus d'accompagnement de la transformation à leur dire une chose, il y a une équation qu'il faut essayer de viser, de respecter, c'est de pouvoir dire à ceux qu'on cherche à convaincre, salariés, actionnaires, consommateurs, clients, ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour elle-même. Basculons ce raisonnement sur la France. Ce qui est bon pour la France doit être bon pour les Français. Aujourd'hui, à la question posée, est-ce que Macron réussit? Pour l'instant, cette équation-là ne fonctionne pas pour une majorité de Français. Ne traduisons pas, donc il va perdre l'élection présidentielle. Le jeu de l'élection présidentielle, c'est autre chose. Ma question, c'est, à partir du moment où une majorité de Français, où les gens vivent une forme d'échec de la transformation du pays, est-ce que ça va les rendre plus réticents à écouter leur patron parler de la transformation de l'entreprise? Je ne le crois pas. Je crois que... Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que l'univers n'est pas le même. Il s'agit là de leur job, de leur entreprise. Parfois, pour certains d'entre eux, pour certaines d'entre elles, avec une fidélité dans l'entreprise, un attachement qui n'est pas le même niveau d'attachement qu'on a dans une démocratie. Et puis, pour une seconde raison, c'est que dans le cas d'un pays... le sujet de la transformation ou sa traduction n'a pas la même valeur que celui qu'on observe dans une entreprise. Et d'ailleurs, l'un des résultats essentiels de la 9e vague d'enquête qu'on a rendue publique la semaine dernière, c'est que sur le fond, et malgré toutes les vicissitudes depuis 3 ans et demi, crise des Gilets jaunes, grève longue sur la réforme des retraites, crise sanitaire et maintenant crise économique, au fond, sur le principe même de la transformation, les Français restent plutôt à l'écoute sur le principe, sur l'idée qu'il faille... Il y a une courbe qui est très intéressante dans l'enquête, où on propose aux Français 2 alternatives. Au fond, est-ce qu'il faut transformer la France pour l'adapter au monde, ou est-ce qu'il faut préserver la France dans son identité et la protéger contre la mondialisation? Et quand on regarde les 3 ans et demi d'évolution sur cette question, finalement, qui ressemble un peu à une question de référendum, eh bien, le oui, si je puis dire, même de manière limitée, reste majoritaire. Ça veut dire qu'au fond, les Français se disent bien que la transformation sur le principe, on peut y arriver, on doit aspirer à en majorité, même si c'est très, très équilibré. En revanche, dans l'exécution de la transformation, dans la manière de la conduire, dans la manière de la rendre lisible et comprise, là, il y a des très gros points d'interrogation. Ouais, mais Pierre, et pour un chef d'entreprise, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on met? Parce que... Alors, j'ai vu tout ça, c'est passionnant. Qu'est-ce que tu mets dans le mot transformation quand tu dis, donc effectivement, 55% des Français donnent toujours priorité à la transformation du pays, mais que derrière, il n'y en a que 34% à soutenir l'idée que la France s'engage dans la révolution numérique? Mais de quelle autre transformation tu veux me parler si tu refuses de me parler de transformation numérique en ce moment? C'est ça, j'ai l'impression que ce mot de transformation, on parlera de l'Europe tout à l'heure, qui agit comme un repoussoir, là, peut effectivement avoir quelque chose de séduisant à partir du moment où on ne se pose pas la question de savoir ce qu'on met dedans. Alors, il ne faut pas nier le fait qu'il y a une forme, dans toute expression d'opinion, surtout sur des sujets de fond comme cela, il y a une certaine forme de schizophrénie de l'opinion publique. C'est-à-dire, les Français vont nous dire il faut protéger les plus défavorisés, il faut aller vers quelque chose qui réduise une certaine forme d'inégalité, à la fois il faut aussi réduire la dette de la France. Donc, on a cette forme de contradiction. Mais la contradiction du débat public, elle n'est pas le monopole des Français. Les acteurs politiques ont aussi parfois des expressions et des communications qui peuvent paraître contradictoires. Ce que dit cette enquête, en réalité, c'est que le oui à la transformation est très largement et étroitement lié à un besoin de protection. Ouais. Et ce besoin de protection, autrement dit, d'une certaine manière, l'équation dont je parlais tout à l'heure, ce qui est bon pour le pays doit être bon pour moi. Les Français le disent aussi, il ne peut pas y avoir de transformation sans préservation d'une certaine forme de protection sur toute une série de sujets. Et nous ne sommes pas là-dessus dans une situation de monopole, nous Français. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Brexit ? Rappelez-vous du slogan des Brexiteurs quand ils ont commencé leur campagne où tout le monde les donnait perdants. Ils ont dit
paradoxalement, sortir, c'est reprendre le contrôle. C'est paradoxal parce qu'on dit plutôt se protéger, on est plutôt mieux à se protéger ensemble quand on est tous européens. Et c'est l'Europe qui nous protège. Et pendant des années, les européistes, les Européens, les pro-Europe, ont dit l'Europe nous protège contre la guerre, nous protège contre les inégalités, nous protège en essayant de nous rassembler sur un niveau de vie qui peut apparaître un tout petit peu plus homogène qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Et là, les Brexiteurs ont dit sortir, ça permet de reprendre le contrôle sur notre propre destin. Et c'est ce qu'ils nous ont dit encore récemment avec le discours de Boris Johnson lorsqu'il a annoncé aux Britanniques. Bon. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion française, c'est qu'il y a un courant puissant qui n'est pas unanime. Il est présent, et même quand vous avez une courte minorité de Français qui nous disent qu'il faut préserver la France contre les risques extérieurs, c'est une façon de dire il n'y a pas de transformation sans souci de protection sur toute une série de sujets, y compris sur des sujets économiques, industriels. Ça veut dire, rentrons dans le dur, ça veut dire tu touches pas à l'assurance chômage, tu touches pas aux retraites. Alors, sur les retraites, quand on regarde, là je vais mettre de côté momentanément le tableau de bord de la transformation de la France, mais lorsque, à la fin de l'année 2019, le président de la République est engagé sur la réforme des retraites, on n'a pas une France qui est totalement réticente à l'idée d'une réforme des retraites. Il y a plutôt même une opinion qui a compris la nécessité et son explication. Et d'ailleurs, dans la communication gouvernementale, il y a un certain nombre de choses qui ont plutôt bien marché à ce moment-là. Donc, c'est les corps intermédiaires en fait qui ont. En fait, on est dans un pays, et d'ailleurs le résultat de cette 9e vague est très intéressant. En fait, on est dans un pays qui est profondément fracturé entre deux sensibilités. Vous savez ce qu'on a dit récemment ces derniers jours, ces dernières semaines sur l'opposition entre pro et anti-vaccin, en voulant parfois être tenté de donner une forme de priorité à ceux qui sont majoritaires ou qui sont très très forts, les anti-vaccins. Mais en fait, la France, aujourd'hui, est confrontée à une situation d'opinion où, très souvent, on observe sur toute une série de sujets une division assez profonde dans un corps social qui est assez fracturé socialement. Je vais vous donner un autre point de vue qui est intéressant, qu'on lit dans cette enquête. Juste pour être clair là-dessus, Pierre, c'est-à-dire c'est une forme de radicalité que tu constates, c'est-à-dire tous les points de vue sont exacerbés, c'est ça le sujet du moment ? En fait, sur beaucoup de questions, y compris sur la question de la transition écologique, y compris sur la question de la révolution numérique, on sent des groupes de population en opposition assez forte. Le 30%, un peu plus de 30% dont on parlait tout à l'heure sur des Français qui sont favorables, minoritaires mais favorables à plutôt donner priorité à la transition numérique, ce score, il monte à plus de 50% chez les jeunes de moins de 25 ans. Bien sûr. On a des anciennes générations qui voient l'emploi industriel se perdre, qui voient un certain nombre de secteurs économiques se désintégrer et qui ont le sentiment qu'une certaine forme d'accélération sur la révolution numérique est en train de tuer un emploi traditionnel. Et ne négligeons pas quand même l'impact médiatique de toute l'actualité que l'on entend ces dernières semaines, ces derniers mois. La question de la souveraineté économique de la France a été posée maintenant depuis la crise sanitaire. Et sur toute une série de sujets, il revient sur Carrefour, sur les vaccins. La relocalisation est au sommet de l'agenda de ton enquête. Ça, c'est alors très très clair. Quand on posait il y a 3 ans et demi la question est-ce qu'il faut donner priorité à la préservation des emplois traditionnels ou aller vers quelque chose de tendant vers la révolution numérique, on était à 50-50 il y a 3 ans et demi, maintenant on est à 2 tiers, 1 tiers pour préserver les emplois traditionnels. Donc ça, ce sont toute une série d'éléments qui vont dans le sens de ce que j'appelais l'espèce de volonté d'hyperprotection. La France n'est pas un cas exceptionnel dans ce domaine, mais c'est vrai que nous avons, compte tenu du rôle particulier qu'on souhaite donner à l'État français, un rapport au patriotisme économique qui est particulier et qui probablement explique le fait que les politiques sont parfois en surréaction, notamment lorsqu'il s'est agi ces derniers jours de la question de Carrefour. Et voilà, c'est ça. Voilà. La question européenne, au moment de ses vœux, Emmanuel Macron, oui, il parle de l'Europe, mais j'étais très surpris de ce qu'il, quand même, à un moment, ne dise pas. Bon Dieu, les amis, si on est dans une situation à peu près préservée, si on a des défaillances d'entreprises qui sont aujourd'hui étonnamment peu importantes, c'est parce que la Banque Centrale Européenne est là pour garantir l'ensemble de l'argent qu'on est en train de dépenser pour vous soutenir. Et ce discours-là, il est quoi ? Il est trop complexe, Pierre ? Parce que, franchement, l'Europe, là, celui qui vient nous dire que l'Europe ne protège pas... il ne regarde pas la vérité en face. Et pourtant, des millions de Français ont eu le sentiment ces dernières années que l'Europe n'était toujours pas au rendez-vous. Alors, si je devais vous faire l'avocat du diable pour parler des critiques ou des limites de la construction européenne, ces derniers jours, on entend un certain nombre de discours sur le thème « si on vacille lentement sur les vaccins, c'est parce que l'Europe est trop lente aussi dans sa manière de piloter cette crise sanitaire ». Mais vous avez raison, la protection
monétaire et financière de l'Europe aujourd'hui est essentielle. Moi, je suis assez frappé de voir que sur ces 3 ans et demi, sur ce fameux rapport de force, est-ce que les Français ont plutôt le sentiment qu'il faut dans les années qui viennent plus d'Europe ou moins d'Europe? Malgré toutes ces crises, et notamment celle-là, on a toujours en France cette espèce de confrontation de 2 blocs, 50-50, qui n'ont quasiment pas bougé depuis 1 an et demi, et où les tenants d'une forme de remise en cause du mouvement européen dans son ensemble, sur une durée longue, est aujourd'hui quasiment au même niveau que ceux qui prônent... Bon, on est là, si vous voulez, dans quelque chose qui, finalement, depuis 1992, date du référendum européen voulu par François Mitterrand. Ça fait quand même maintenant 29 ans. En 30 ans, en 3 décennies, le rapport de force, bloc contre bloc, sur oui à l'Europe, non à l'Europe, est à peu près identique. Et encore une fois, nous ne sommes pas en référendum. Si aujourd'hui il y avait un référendum sur la question, je ne suis pas sûr que les pro-européens seraient très très rassurés sur le résultat final de ce type de référendum. Pierre, ça veut dire, on revoit, puisque c'est l'année Napoléon, là on voit revenir les comparaisons entre Macron et Bonaparte, ça veut dire qu'il ne peut pas, lui, repartir en brandissant la réforme à l'entrée du pont d'Arcole, comme il l'a fait sur sa première campagne présidentielle. Bon, on va quand même défendre la position du président de la République en phase de réélection. Jamais un président de la République qui prétendait être réélu ne fait la même campagne que celle qu'il a faite pour être élu. Donc ça, c'est pas forcément ça serait une surprise qu'il conduise exactement le même cheminement, d'abord parce que pendant 5 ans, beaucoup de choses ont été faites. Et d'ailleurs, je reviens à mon fameux raisonnement sur les minorités. Quand vous avez près de 40% des Français qui disent « oui, le pays s'est transformé », bien ou mal, mais en tout cas vous disent « il s'est transformé », ça veut dire que quand Macron dit « nous sommes engagés dans une transformation qui a commencé, les Français sont en train de s'en rendre compte », le fait que vous ayez presque un Français sur 2 qui le reconnaissent, certains en manière critique, d'autres de manière positive, c'est déjà un bout de chemin, surtout dans une période aussi secouée, je l'ai dit tout à l'heure, par toute une série de crises qui ont quand même largement perturbé l'agenda. Quand Nicolas Sarkozy est élu président de la République en 2007, il a un projet présidentiel, il commence à le mettre en action, vient cette crise financière historique majeure qui bouleverse complètement son agenda à lui aussi et qui perturbe complètement l'agenda des réformes. Donc je ne pense pas qu'il sera difficile à Emmanuel Macron, je ne dis pas que ça sera partie facile sur toute une série d'autres sujets, mais d'expliquer aux Français que la conduite du changement a été quand même bigrement bouleversée par des choses que personne n'imaginait. D'accord. Donc, pays, tu dirais fracturé, profondément fracturé? Oui, vraiment fracturé. Vraiment fracturé. Il y a un effet de génération. Il faut qu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, Pierre. Oui, l'effet de génération, il est évident, mais ça n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Moi, ce qui me frappe d'ailleurs, on dit souvent ces dernières semaines à propos de la crise sanitaire, il y a une forme de génération qui a sacrifié, les jeunes sont en train de voir l'avenir avec angoisse. Depuis une trentaine d'années que la France est en crise, ça n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ce qui me paraît plus préoccupant, et dont l'expression la plus récente, la crise des Gilets jaunes, a été un très bon symptôme, c'est qu'on a sur le plan social des classes moyennes, des catégories populaires, compte tenu de la crise économique qu'on est en train de vivre et indépendamment des effets de la crise sanitaire auxquels on sait qu'ils sont parfois plus exposés, on a quand même un pays qui est assez irruptif socialement pour des raisons économiques et sociales. Et là, le critère n'est pas générationnel, il est sociologique, il est lié au fait que le déclassement qu'un certain nombre d'experts, d'observateurs, de sociologues ont analysé ces dernières années à travers des livres à succès, on voit bien que cette France-là, aujourd'hui, est en train de se demander quelle est la solution politique. Et aujourd'hui, certains proches du président de la République, aujourd'hui, se rassurent un tout petit peu en laissant penser que, finalement, il n'y a pas d'adversaire, pour l'instant, de leader de l'opposition capable de capter cette angoisse-là de manière crédible et significative. Mais pour autant, ça laisse un paysage préélectorale à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle, extrêmement instable et avec une capacité pour n'importe quel grand leader qui capterait cette angoisse-là en situation de pouvoir présenter, c'est ce que dit d'ailleurs très bien l'enquête, oui, les Français sont convaincus à près de 85% qu'il y aurait une autre façon de transformer la France. C'est ça en fait le vrai sujet, c'est de savoir si dans une élection présidentielle qui est l'élection majeure, un projet alternatif de transformation est capable de concurrencer celui du président de la République actuellement en fonction. Et en même temps, tout ce que tu dis, cette fracture, ce sentiment de déclassement, la smicardisation d'une grande partie aujourd'hui des salariés, est aussi le fruit d'un système qui petit à petit s'est refermé sur nous, nous piège, du fait de la masse des dépenses sociales, du fait de la masse des déficits, du fait de tout ce que ça impose. Donc,
tu as quand même un peu l'impression d'une impasse. Enfin, je le dis comme ça, mais c'est Oui, sans doute ça aussi qu'on ressent, je pense, au fond de nous, Oui. en se disant, bon Dieu... Oui, et puis la question de là aussi dans la crise sanitaire et dans la mise en cause de l'administration française, de la technocratie, de la forme de bureaucratie bien de chez nous, un certain nombre de vos confrères ces derniers jours ont repassé des images d'archives sur le discours, par exemple, que tenait un François Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing avant 81, lui expliquant que si la France ne fonctionnait pas bien, c'était d'abord de sa responsabilité, d'un État qui ne fonctionnait pas, qu'il fallait remettre en ordre. Ça date quand même de 40 ans. Donc ce discours-là sur la remise en cause de l'État, le problème qu'ont les Français aujourd'hui, c'est que quand ils entendent ces discours venant des leaders de l'opposition sur le fait que le pays ne fonctionne pas, plus personne aujourd'hui ne croit à l'idée qu'un politique est capable, à lui tout seul, de remettre l'État à sa place. Vous avez remarqué que dans l'enquête, les Français nous disent, sont assez partagés sur le rôle de l'État. Est-ce qu'il faut qu'il aille plus loin? Est-ce qu'il faut qu'il s'arrête là où il est? Ou est-ce qu'il faut qu'il baisse son niveau d'intervention? Les Français sont partagés en 3 grands tiers. En fait, on a l'impression qu'à travers cette incertitude, ils nous disent, c'est pas plus ou moins le débat. Le débat, c'est mieux. Mieux d'État. Comment est-ce que ce pays organise une autre forme d'intervention de l'État? Et c'est probablement un des sujets dont on aura à parler pendant la campagne présidentielle. Pierre Giacometti, le fondateur de Nocom, était donc notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, tiens, et on parlait protection, allons-y avec l'assurance. François-Xavier Combes, bonjour François-Xavier. Bonjour. Easy Blue, il a le sweatshirt. Eh oui. Comme les startups des années 2000. C'est un peu daté comme truc quand même. Là. Non, mais on aime bien. Nous, on est fiers de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, donc, Avec un parapluie, parce que vous êtes dans l'assurance et donc vous nous protégez, c'est ça le truc? Exactement. L'objectif d'Easy Blue, c'est d'aller protéger les entrepreneurs. C'est bien, c'est comme un hiéroglyphe, quoi. Il faut que ce soit immédiatement compréhensible. Exactement. Hein, et nous, on aime bien challenger les choses complexes pour les rendre simples chez Easy Blue. Bon, assurance des entrepreneurs. De quoi ils ont besoin, les entrepreneurs? Eh bien, en fait, ils ne le savent pas. Mais non. Et c'est bien le problème. Moi, le premier. Et voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il me faut une assurance? Eh bien, en fait, notre point de départ, c'est pas de parler d'assurance, c'est d'abord de parler de risque. C'est pour ça qu'on a créé Henri, qui est le premier coach d'assurance en ligne, pour repartir du besoin. Ce que l'industrie de l'assurance a oublié pendant des décennies, c'est que le client ne connaît pas ses risques. Et nous, grâce à Henri, qui est une intelligence artificielle, 2 ans de R&D, eh bien, on va vous faire le coach. L'interview est partie depuis 1 minute 45. Vous avez déjà l'intelligence artificielle, mesdames, messieurs. Évidemment. Notre intelligence artificielle évalue votre profil de risque professionnel. Exactement. Et donc, vous C'est allez... une vraie intelligence artificielle ou c'est juste un petit truc qui mouline tranquillement? Non. Vous On a avez pris bossé les dessus risques pendant... principaux, les activités? Non, on a bossé dessus pendant 2 ans à R&D. 2 ans de boulot? Ah bah, évidemment. Et puis une équipe tech qui est très très investie. On continue à l'améliorer. Il est jeune, Henri. Il est sorti au mois d'octobre. Mais il fait le boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous fait votre coaching des risques. Donc on s'est beaucoup inspiré des applis de sport pour apporter de la pédagogie et de la compréhension sur d'abord vos risques. Donc l'entrepreneur va sur le site d'Easy Blue. En quelques clics, on va lui poser des questions, interagir avec lui, comprendre son activité. Et vous allez avoir votre radar de risque. Mais c'est l'assurance de l'entrepreneur, pas celui de l'entreprise. Est-ce que c'est différent, ça? Alors aujourd'hui, il y a peu de frontières en réalité. Mais voilà. Et très souvent, l'assurance d'abord de l'activité de l'entreprise, c'est d'abord le besoin primaire. Oui, classique. Alors, Comment à on ce moment-là, assure sa boîte? Ok. on est d'accord. Et après, souvent, celui qui est le plus négligé, c'est évidemment l'entrepreneur, dans ses assurances plutôt sur la responsabilité personnelle, tout ce qui va être assurance sociale, santé, prévoyance. Et est-ce que ça correspond aussi aux nouvelles formes de travail? C'est-à-dire, vous avez de plus en plus aujourd'hui, on a vu le record de création d'entreprises, ce sont des centaines de milliers d'entrepreneurs qui, en fait, aujourd'hui, n'ont pas franchement d'actifs. C'est eux leur propre actif. Donc, en fait, ils peuvent se dire qu'ils n'ont rien à assurer. Alors, oui et non. En fait, quand on fait le coaching, on se rend compte qu'il y a une hiérarchie des risques. Aujourd'hui, typiquement, même le plus essentiel, c'est-à-dire la responsabilité civile pro, qui est le premier truc à assurer, c'est-à-dire que moi je viens ici, je vous bouscule, je cache quelque chose, je suis responsable, je branche mon ordi, ça fait brûler les studios de Bismart, c'est moi qui suis responsable au titre de ma RC pro. Ah bon? Et je peux appeler mon assureur habitation, il va me dire, désolé monsieur. C'est pas ça. Ah, non. C'est pas nous qui sommes à ce moment-là. Non, à partir du moment où vous avez un numéro de SIRET, c'est la personne morale et c'est le code civil qui le dit. D'accord. Donc nous, on travaille déjà ça avec le coach. Déjà, on va vous présenter juste la checklist. Vous êtes tout seul chez vous? Vous avez un ordi? Ok.
D'abord, assurez ça, assurez ça. Vous maniez des données, peut-être que vous avez des cyberrisques. Donc ça veut dire, le développeur freelance, on va dire, par exemple, il a, à mon avis, le gars, il pense pas à s'assurer, je pense, et en fait, il en a besoin. Exactement, et on en a tous besoin. Alors avec des degrés différents, c'est là où on apporte une nouveauté, c'est grâce à ce coaching. En fait, c'est l'entrepreneur qui reprend la main, devient pilote, parce que je ne pense pas que ça existait, de ces assurances. C'est très intéressant, et il faut le dire, parce que j'ai été regardé, évidemment, ça m'intéresse. C'est quelques dizaines d'euros, les amis, par mois. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est pas tout à coup, mais il rigole celui-là, ça va, les charges, tout ça. Non. Franchement, ça se regarde. Voilà. Exactement. Et nous, les entrepreneurs qui viennent chez nous, nous disent en moyenne, quand je viens chez EasyBlue, je confie toutes mes assurances, c'est-à-dire éventuellement mon local, mon ordi, ma RC, etc. On gagne à peu près 30% sur son budget annuel d'assurance. Encore une fois, on fait des économies. Dans toute la tech qu'on amène, on ne fait pas de la tech pour de la tech, on fait de la tech pour adresser un vrai service à l'entrepreneur. La question des pertes d'exploitation. Elles sont au cœur de nos sujets. Typiquement, cyber risk. Vous avez un site de e-commerce, vous êtes demain attaqué. Cyberattaque, c'est en train de devenir le premier risque mondial des entrepreneurs. Ouais. Vous ne pouvez plus vendre. Ouais. Perte d'exploitation. Et ça, vous l'assurez. Exactement. Et donc, en fait, nous, on va découvrir le risque avec l'entrepreneur, on va l'aider, on va lui montrer. Et vous l'assurez vraiment, vous ne l'assurez pas comme effectivement. Les autres assuraient les restaurateurs. Exactement. Non, mais vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. En fait, ça en dit énormément sur le désamour aujourd'hui entre les entrepreneurs et leurs assurances. Ah ben ça a été un choc. Et c'est un énorme choc, et nous, on le vit parce Même si sans doute les assureurs ont... Enfin, c'est à tort partagé. C'est pas à tort partagé, c'est pas un risque assurable. Ça, je l'ai compris quand même. La pandémie n'est pas un risque assurable. On est absolument d'accord. Donc sans doute, ils ont raison là-dessus. Mais néanmoins, ça a été un choc, je crois, pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est un choc parce qu'on réalise aussi, les entrepreneurs réalisent qu'en fait, ils lisaient pas leur contrat, ils les comprenaient pas. Et de l'autre côté, les assureurs n'ont rien fait pour les aider à le comprendre. C'est ça. Et en fait, c'est ça notre sujet. C'est ça. On a changé de monde. Moi, je dois être le copilote des assurances à côté de l'entrepreneur. Quand il sort du parcours, il doit savoir ses risques, il doit avoir choisi en son âme et conscience ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert. Et mon job, c'est de rendre tout transparent. Et c'est ça qui est au cœur de... Parce que, il se passe quelque chose sur l'assurance, là, c'est assez dingue. Vous devez être le 3e ou le 4e entrepreneur un peu solide qui est en train aujourd'hui d'attaquer. Et alors, à chaque fois, c'est un segment. C'est ça que je trouve très intéressant, attaquer un segment. Et c'est ça, c'est dans la relation client, c'est cette idée d'être en permanence, en accompagnement. Globalement, l'assureur, tu le voyais quoi, une fois par an? Enfin, tu le voyais. Tu avais de ces nouvelles une fois par an quand il fallait payer les primes, quoi. Ou si t'arrivais à un problème. Le drame, c'est ça. Ouais, c'est bon client, il paye ses primes et il n'a pas de sinistre. C'est ça. Donc, il n'est jamais vu. On le contacte jamais et il n'a jamais le temps. Nous, ce qu'on veut, on se dit aujourd'hui, on a des voitures autonomes. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas des assurances autonomes? Donc en fait, tout le projet d'EasyBlue, c'est d'être, quand je disais, le copilote de l'entrepreneur. Il fait son programme de coaching, il va le retrouver dans son cockpit qui est un espace client sécurisé. Et au fur et à mesure que ces risques évoluent, demain, je commence tout seul, demain j'ai un salarié, j'investis dans mon informatique, je prends des bureaux. Il y a des événements fondamentaux qui font qu'on doit réconcilier ça. Et nous, EasyBlue doit inventer l'assurance vraiment autonome. C'est ce qu'on est en train de faire en fait. En restant sur une niche bien précise. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout bien faire. Clairement, l'assurance, l'environnement des assurances des entreprises, des entrepreneurs, c'est un marché immense, très vaste, et c'est un marché de spécialité. Nous, on met le paquet sur la tech, mais le drame de l'assurance, c'est en fait le NPS. Donc, pour ceux qui... Ça veut dire quoi, NPS? Net Promoter Score. C'est la nouvelle indicateur de valeur des marques qui va monter dans les années qui viennent. C'est en fait... la note que vous met le client, sa capacité à vous recommander à quelqu'un d'autre. Sur une note sur 100, la moyenne de l'industrie de l'assurance est à 15%. C'est une catastrophe. Nous, aujourd'hui... Et encore, qui sont ces 15 héros qui recommandent leur assureur? Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Mais surtout, on n'en parle pas entre nous, quoi. Enfin, vous, oui, mais je ne sais pas, je demande est-ce que des fois... Enfin, en ce moment, on ne se voit plus en même temps. Mais est-ce qu'à l'apéro, et au fait, toi, ton assureur... Non, jamais. Non, jamais. Mais c'est bien le problème. Alors qu'en fait, ça devrait. Si on y réfléchit bien, vous avez raison. Si je protège bien ma boîte, que je suis content de ce service, j'ai envie d'aider un autre entrepreneur. Et nous, c'est ce qu'on vise, c'est de truster, d'être le leader sur ce fameux Net Promoter Score. En fait, concrètement, on veut que tous nos clients nous recommandent. Aujourd'hui, on a 5 sur 5 sur Google, on a plus de 70% de NPS, ça veut dire 98% nous recommandent. Un tout petit mot, parce que y a des capitaux derrière, enfin l'assurance est... Bien sûr. Et donc, ça veut dire que vous êtes forcément appuyé par un réassureur, un gros acteur quelque part qui a les capitaux et qui vous permet d'assurer justement. Exactement. Rapidement. Alors rapidement, nous on a la casquette de courtier pour co-construire les produits avec assureurs et réassureurs.
Et voilà notre mode de fonctionnement. Nous, on repart du besoin du client. D'accord. Et on construit le produit avec nos partenaires assureurs et réassureurs. François-Xavier Combe, donc le fondateur d'Easy Blue, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart. Et alors, on repart avec la guerre du cornichon. Enfin, bah oui, il faut bien en entendre parler. Donc, c'est Delphine Dubois qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Cofondatrice des Trois Chouettes. J'avais fait connaissance avec ce couple d'entrepreneuses il y a combien de temps que vous avez démarré? Parce que c'était au tout début, 2016. Ça fait 4 ans et demi. Et je crois que vous nous aviez rencontrés, je pense, il y a 2 ans à peu près. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Et le truc, je vais vous le dire très très vite, c'est quand même, en gros, elle nous vendait, mesdames, messieurs, on va réinventer le cornichon. Vous vous dites, j'en ai rencontré des entrepreneurs avec des domaines d'expertise un peu particuliers, mais le cornichon, j'aurais pas cru. Et en fait... On l'a fait. Non, mais, on est en train de le faire. C'est ça, vous l'avez fait. Non, mais surtout, c'était en fait l'amorce d'un mouvement que je trouve très intéressant en ce moment. Je l'ai écrit comme ça d'ailleurs, nouvelles entreprises agroalimentaires, c'est-à-dire, d'ailleurs, je crois que... alors c'est Michel de Michel et Augustin, les petits sablés, qui a investi aussi chez vous. Au moment de la levée de fonds, qui a eu lieu là, cette année. Il y a depuis quelques années une émergence de start-up de l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Delphine? Et moi, je voulais commencer par là. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs de se lancer dans l'agroalimentaire, qui était quand même un domaine compliqué à adresser il y a encore quelques années? Oui, alors je pense que ça reste un domaine très compliqué. Ouais, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, de l'étape du développement jusqu'à la mise sur le marché. Oui. Et après, le chemin n'est pas si simple. Il faut vraiment convaincre chaque consommateur un à un. Donc, c'est pas si simple. Après, je pense que c'est beaucoup de passion. La passion du goût, la passion de réinventer des choses, en fait. Et là, en l'occurrence, avec Elodie, on est parti d'un constat simple qui était que 90% des Français consomment du cornichon. 75% des Français qui achètent ces cornichons de marque leader pensent que c'est un cornichon français, mais non. Genre Amora, par exemple. Voilà, exactement, pour ne citer que. Et ils pensent que c'est un cornichon français, mais en réalité, c'est une filière qui existait en France, mais qui a été complètement délocalisée en Inde depuis le début des années 2000. Donc, avec Elodie, on avait cette passion de l'alimentation, on partageait sur plein de découvertes, mais quand on a eu vent de cette histoire, et puis qu'on est allé rencontrer ces producteurs... De ce scandale stratégique et patriotique, quand même, bon Dieu. On est allé rencontrer ces producteurs qui, en France, produisaient le cornichon français et qui se sont vus, du jour au lendemain, abandonnés par ces industriels. Et qui, du coup, aujourd'hui, limite... pour certains, perdent un peu de savoir-faire. Donc, en France, on perd ce savoir-faire sur le cornichon. On s'est dit, on veut une alternative. Il y a un savoir-faire sur le cornichon. Bien sûr. Et c'est un savoir-faire qui est... je veux dire, le gars qui fait du cornichon, par exemple, il ne peut pas faire du concombre. Qui vient de loin aussi, d'ailleurs. C'est de la même famille. Le concombre est quand même le cousin du cornichon, mais c'est une des cultures qui est la plus exigeante, puisque c'est une récolte tous les jours. C'est une récolte tous les jours. Tous les jours, en fait. D'un jour à l'autre, le cornichon peut doubler de volume. Donc c'est une culture qui est très exigeante. C'est encore une récolte qui se fait à la main, encore aujourd'hui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les industriels sont partis en Inde pour aller chercher une main-d'œuvre moins chère. D'ailleurs, vous les avez pas vraiment rapatriés, c'est-à-dire que vous avez trouvé un moyen de mettre d'autres légumes Exactement. Alors, dans le vinaigre doux à la place des cornichons, et c'est ça qui est génial. Tout à fait. La première étape de notre projet, c'est d'avoir trouvé une alternative à ce cornichon en proposant des pickles. Et ces pickles, qui sont réalisés à partir de légumes bio, mais de divers légumes, permettent aussi d'adresser d'autres usages que la simple raclette, je ne sais pas si vous en faites en ce moment, ou la planche de charcuterie qu'on connaît bien. Nos pickles de légumes permettent aussi de réveiller des assiettes végétales, parce qu'on est quand même sur une tendance de végétalisation des assiettes, mais également qu'on vienne très bien pour des apéros. Ça, c'est la première étape, c'est l'alternative au cornichon. La deuxième étape, et ça va venir cette année, c'est d'aller chercher ces producteurs français qui veulent bien, pour nous, se remettre à une culture du cornichon. Et nous aurons, cette année, on vous en fera parvenir un bocal dès qu'il sort de l'atelier, nous aurons normalement 2 recettes de cornichons français, bio et français, qui arriveront. Alors, il se trouve que, coïncidence, parce que cette interview est programmée depuis peut-être je ne sais pas combien de temps, au moins 2 semaines. Hier, donc Andros, tout le monde connaît Andros,
rachète donc Spreewald de Conserve, que moi je ne connaissais pas, vous non plus visiblement. Vous connaissiez un petit peu? Non, mais un petit peu. Cornichon est-allemand. C'est une marque allemande, ouais. J'ai lu un peu le truc parce que vous veniez, c'est quand même super intéressant et ça vous donne raison. Sur l'ensemble de l'effondrement de l'économie est-allemande sur le tournant des années 90, c'est une des seules entreprises, en effet, qui a tenu le coup. Vous vous rendez compte? Voilà, avec un savoir-faire de valorisation du légume local. 115 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même, les gars. Exactement. Allemagne de l'Est. Oui, non, tout à fait. Et puis, ça montre aussi le regain de l'appétence des Français pour la conserve. L'an dernier, en 2020, je crois que c'était plus 8% de croissance sur de la conserve de fruits et légumes. Ouais. Alors, bien sûr, lié au confinement, mais lié aussi au fait que la conserve, c'est un produit... c'est de la sécurité, c'est consommer du légume toute l'année, c'est aussi la tradition un petit peu qui revient. Oui, mais alors vous croyez que ça c'est une... Parce qu'effectivement, puis je pense qu'on l'a tous expérimenté, globalement, notamment au cœur du premier confinement, vous êtes au supermarché dans les heures autorisées, et c'est vrai que vous vous retrouvez devant l'étal de fruits et légumes, et vous dites, il y en a combien qui l'ont touché quand même, cette carotte? Et tout à coup, vous avez la conserve à côté, et vous êtes sûr que celle-là... Oui, tout à fait. Donc, elle a été aseptisée, quoi. Donc, oui, voilà, et puis... C'est peut-être c'est une lame de fond pour vous? C'est quelque chose qui peut durer, qui peut... Alors, ça durera, c'est sûr. Et pour moi, encore une fois, il y a eu l'effet du premier confinement. Il y a aussi une tendance de fond qui est de consommer plus de légumes, plus de fruits, végétal, voilà, plus de végétal, consommer du légume toute l'année, profiter, d'un... Voilà. Mais je reviens sur vos pickles, parce que c'est le défi entrepreneurial, moi, que je trouve vraiment impressionnant. Parce que vous regardez ça, mesdames, messieurs, si vous êtes, beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs, la masse d'intermédiaires, pour arriver à ce bocal, et pour arriver à ce que ce bocal de pickles, il soit dans les rayons de la grande distribution, parce que c'est quand même là que ça se passe. Ouais. Mais quel boulot de dingue! Pour le coup, je ne peux qu'en attester. Et c'est vrai qu'on s'efforce de faire un travail quasiment du champ à l'assiette. Mais vous êtes obligé. C'est-à-dire vous recréez toute la filière. Exactement. Donc on s'adresse à des producteurs en direct, installés près de chez nous. Même le vinaigre dans lequel sont ces pickles. Alors, le vinaigre, bien sûr, il faut le sourcer. Donc tous les approvisionnements sont faits chez nous. Donc pour la majorité, c'est quand même du légume qu'on met dans nos conserves et c'est le plus important. Et on fait tout ce travail aussi de remonter les filières. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même en bio, alors la bonne nouvelle est tombée là en début d'année. En bio, par exemple, on n'a pas de sucre bio français. Donc on utilise du sucre bio du Brésil et on s'améliore au fur et à mesure sur les approvisionnements. Delphine, c'est pas un peu absurde d'aller chercher du sucre bio au Brésil ? Enfin, du sucre pas bio en France, il est quand même... Oui, je ne sais pas si dans le bilan de l'ensemble de la protection... Mais regardez, après, ça fait le cercle vertueux et que de nouveau, on a des betteraves sucrières tout à fait. Françaises et bio. Voilà, donc ça, c'est encourager un cercle vertueux. Donc oui, du champ à l'assiette, c'est une démarche qui est compliquée. Là, ça fait 4 ans et demi et je pense qu'on commence à avoir de belles réussites à notre... Un mot, parce que je pense que c'est ça aussi qui est à l'origine de cette éclosion de start-up dans l'agroalimentaire, c'est la mutation de la grande distribution. Et il y a 10 ans, je pense que même rencontrer un acheteur, c'était même pas la peine. Là, en fait, ils sont demandeurs d'histoires comme les vôtres. Vous donnez en fait de l'imaginaire, des histoires, des combats dans leur rayon. C'est passionnant en fait. Tout à fait, et j'ajouterai à cela, alors nous c'est plutôt la catégorie des condiments qui nous intéresse quand on regarde cette catégorie-là. Alors en plus, Cette catégorie-là, dominée par des acteurs historiques, 80% du chiffre d'affaires des rayons condiments est réalisé par ces acteurs, et c'est vraiment des usages, peu d'innovation, des acteurs peu engagés. Aujourd'hui, on voit peu de bio ou de français dans ce rayon et surtout tourner sur des usages de viande. Donc la moutarde, un rayon standardisé au possible, des cornichons tout verts qui viennent sur les planches de charcuterie et sur votre raclette. Voilà, j'adore ça moi aussi. Bien sûr. Voilà. Toutes les sauces possibles et imaginables à mettre dans les hamburgers. Exactement, dans les des sauces tartare, des sauces... Mais c'est surtout la moutarde qui accompagne quand même la viande. Bon, mais alors, donc nous, on veut souffler un vent d'innovation. Oui, mais ce qui est génial, c'est qu'ils le comprennent, puisque c'est donc Spice Capital, j'adore le nom, et donc c'est le family office de la famille Ducrot, c'est ça ? Oui, donc exactement. Ducrot, c'est des carcasses. Oui, tout à fait. Vous étiez né, vous, pour Ducrot, c'est des carcasses ? Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Ducrot, c'est des carcasses. Mais tout le monde connaît Ducrot. Et donc, c'est eux, ils sont parfaitement conscients de ça.
Et donc, mais tout à fait. Bon. C'est eux qui vous financent en partie. Exactement, et on est ravis de ce partenariat. Et c'est vrai que la personne qui nous accompagne est la nièce du fondateur de la famille Ducrot, du fondateur Ducrot. Et c'est vrai qu'elle a vu toute l'évolution des épices en vrac Ducrot jusqu'à leur mise en petits pots dans les étals. Donc elle est passionnée par cette catégorie. Elle est vraiment au fait aussi que s'opèrent quand même des mutations dans les habitudes de consommation. Et elle ne peut que valider le fait qu'il y a besoin d'un renouveau, besoin d'accompagner et de rehausser, d'apporter du relief. Delphine, dans l'industrialisation de tout le process, parce que maintenant vous allez monter en puissance, j'imagine que Ducrot, ça doit aider un petit peu quand même en termes de savoir-faire, de grande quantité, d'industrialisation et tout ça. Alors, aujourd'hui, le fonds n'a plus rien à voir avec l'entreprise Ducrot qui s'est fait racheter par Marc Cormick. Mais en effet, c'est surtout de l'expertise, mais tout à fait. Voilà. Et puis on est aussi entouré par d'autres experts et heureusement, ça va. Enfin voilà, super intéressant. On va profiter à plein de donc, alors, j'ai pas encore montré, une magnifique photo qu'on va voir là, donc sur ce qui est maintenant justement cette déclinaison, c'est-à-dire ce que vous disiez. Donc, vous avez lancé, donc c'est une nouvelle marque qui s'appelle Mazette. Oui. Voilà. Et donc pour démocratiser vraiment ce pickles, l'installer à côté du cornichon. Et donc là, l'idée, alors regardez pas la photo parce que sinon ça sera pas bien dans le micro. Vous la connaissez par cœur, vous de toute façon. Et donc l'idée, c'est justement, comme vous dites, de relever l'ensemble des plats végétaux qui sont aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, les condiments, les aides culinaires, on le voit en poupe. Les assiettes se végétalisent et l'idée, c'est de trouver ce qui va apporter du goût, de la texture, de la saveur. Donc, les pickles sont un exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, il y a une opportunité à apporter des condiments bio et français, on en a parlé. Et puis là, à l'heure du confinement, le condiment, c'est quoi? C'est ce qui fait passer une assiette ordinaire, l'assiette du quotidien, à une assiette de chef. Et les restos sont fermés aujourd'hui. Ce qui a été un choc pour vous d'ailleurs. C'était 40% de votre chiffre d'affaires. Oui, exactement. Donc ça a été... On a hâte de la réouverture de ces restaurants. C'était 40% du chiffre d'affaires. Alors heureusement, le lancement de cette marque Mazette en grande distribution a été un levier de croissance. Ouais. Mais on a tous envie de retrouver ces moments de partage au restaurant. On s'improvise chef chez nous et c'est pour ça qu'on utilise des condiments. Bon. Voilà, et enfin, il y a un éventail des possibles, un champ infini des possibles sur le condiment, pour voyager aussi. Un champ infini des possibles sur le condiment. Bravo Delphine. Merci Stéphane. Formidable aventure. Donc ça s'appelle Les Trois Chouettes, la marque Mazette, les pickles, tout ça. Vous avez tout ça pour l'infini des possibles. Les amis, on continue Bismart. Dernière partie de l'émission, les amis, avec Véronique Jérôme. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphane. Et alors, je vous disais économiste, vous avez dit non. Polito-économiste. Polito-économiste, dites donc. Oui, je croise à la fois l'analyse économique et la politique et l'analyse économique de la politique. Et on arrive comme ça, avec Bruno Jérôme, dans le cadre d'Élection Scope, à produire un décryptage des mesures qui sont prises et qui sont parfois impactées par le calendrier électoral. Un décryptage qui se veut positif, parce qu'il essaye de dire ce qui est. On n'est pas dans le conseil, dans la recommandation, dans la préconisation. On est dans le constat de ce qui est. C'est une analyse qui est dite positive. Voilà, on essaye de voir un peu, de dire un peu ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a un truc, alors c'est ce que j'ai mis en exergue de cette interview, phrase de Georges Stéphanopoulos, qui l'a prononcé en fait, Bill Clinton, on ne sait pas trop. Son conseiller, oui. Oui, c'est ça, donc c'est Stéphanopoulos ou James Carville. Voilà, James Carville. Donc, qu'est-ce qui va faire l'élection, demandait-on à James Carville. Ça reste un film d'ailleurs. Comment s'appelle le film Black Room, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, le film de la première campagne de Clinton. On voit James Carville qui est en plus un Cajun, je crois. Il a un accent incroyable. C'est un gars qui vient de Louisiane. Et donc, question, mais qu'est-ce qui va faire l'élection? Réponse, it's the economy stupid. C'est évidemment les tendances économiques et les lignes de force économiques qui font une élection, Véronique. Ça veut dire que vous prenez ces lignes de force et vous arrivez à un résultat politique.
Eh bien, sur la dernière élection, par exemple, sur la dernière élection présidentielle, on a mêlé à la fois... Aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, mais aussi les élections en France, on les fait aussi. Mais là, pour le dernier exemple, on a, pour tout vous dire, trouvé à 2 voix près le nombre de electoral votes, donc le nombre de mandats de grands électeurs, avec un modèle qui croisait et des variables de fond, des variables lourdes économiques, comme le taux de chômage, la variation du taux de chômage. C'est pas vraiment le taux de chômage, c'est la variation qui est importante, de façon assez précoce, c'est-à-dire pratiquement 6 mois avant. Et on a annoncé que Biden allait gagner, mais de façon serrée. C'est-à-dire que quand tout le monde disait que finalement Biden, une vague bleue, etc., nous, on était dans le constat que les éléments de nature politique, comme la popularité, par exemple, qui est fonction aussi de l'évolution de l'économie, entre autres, mais aussi du climat social, d'autres éléments, tous ces éléments mêlés font que l'électeur agit comme un juré qui fait le procès du sortant et se combine et donne un résultat global. Et avec notre modèle, entre autres, et on a d'autres collègues américains qui procèdent différemment, mais on avait annoncé que Biden gagnerait, certes, mais de façon serrée. Et alors, on peut dire que la polémique était sur le recompte, etc., a peut-être un peu, je dirais, assombri la situation. Enfin, mais à l'arrivée, en nombre de électeurs, c'est pas si serré que ça, quand même. Non, mais nous, on avait à 2 près. On a annoncé 308 contre 306 obtenus. Donc, on a un résultat qui était assez précis. Et ça démontre bien que l'électeur, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Il a son ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont donnés, qui sont annoncés, mais si lui, dans son fort intérieur, dans son quotidien, si on lui dit la situation sur le plan du chômage s'améliore, mais que lui, il a toujours le même constat quand il va chez sa boulangère, quand il croise des gens dans son entourage, que rien ne s'améliore et qu'il y a toujours, d'après lui, autant de monde au chômage, que la situation ne s'améliore pas sur le plan de l'emploi, il aura cette impression et il en tiendra rigueur au gouvernement et il sera mécontent et il sortira le sortant. Oui, mais vous, c'est sur des chiffres, c'est pas sur l'opinion, enfin, c'est pas sur des micro-trottoirs que vous basez l'ensemble de vos études, c'est sur des chiffres précis quand même. Alors, il y a si le chômage s'améliore pour Élections Scope. Il y a l'évolution du taux de chômage et il y a l'indication de popularité qui essaie de mêler justement le soutien politique qui est accordé. Et on a calculé, là cette fois-ci pour la France, que alors c'est sur les sondages IFOP-JDD, sur la 5e, on a regardé, il y a un minimum, il y a un seuil de reconduction du sortant. S'il n'est pas populaire à un niveau de satisfait de 42%, ses chances sont largement impactées. On voit qu'il y a besoin d'un soutien politique. 42%. On n'y est pas actuellement. On y est presque. Ah, notre 38-60. 38 de satisfait. Macron, là, il est à 38 ? Oui, à 38 sur novembre-décembre. Sur le IFOP-JDD, il faut dire que la crise Covid a aidé. Il a pratiquement pris 10 points grâce au Covid. Non, mais alors attendez, Véronique, parce que on fait blabla, c'est génial, mais en fait, c'était ça le sujet. Is it still the economy stupid ? C'était ça ma question. C'est-à-dire, est-ce que dans les turbulences dingues, et certainement pas économiques, qu'on est en train de traverser, est-ce que c'est encore l'économie qui va faire l'élection ? L'économie est encore un des éléments clés. On ne peut pas dire que ce n'est que l'économie, ce n'est pas que de l'économie ou que de la politique. C'est un des éléments clés. Mais ce que l'on note, c'est que c'est la variable lourde, c'est la variable importante. Et finalement, il y a des effets, je dirais, des effets en cascade qui arrivent. Et quand le chômage ne va pas bien, ça signifie qu'il y a plein d'autres choses qui ne vont pas bien. Ça signifie qu'on a des... Alors ici, ce que vous essayez de me faire dire, c'est que finalement, la crise du Covid, qu'est-ce que ça va produire? Ça peut produire ce qu'on appelle un rally around the flag, tous derrière le chef. Ce qu'on avait vu avec François Hollande. Rally around the flag. Tous derrière le drapeau, tous derrière le chef, commander in chief, pardon. En mode attentat. Voilà, François Hollande qui rassemble tout le monde et qui rassemblait au-delà des frontières. Donc là, il n'y a plus d'opposition et on voit bien, l'opposition est un peu parfois gênée aux entournures parce qu'elle a du mal à aller sur la critique à partir du moment, prenons le cas des vaccins, prenons le cas du sanitaire. Moi, je ne pense pas qu'elle soit gênée aux entournures, elle tire à boulet rouge, l'opposition. Là. Ça dépend sur quel sujet. Sur les vaccins en tout cas. Oui, mais alors là, c'est pas complètement... Enfin, je trouve que le débat est mal placé. Je pense que quand on est sur le débat sur de l'humain, sur le sanitaire, sur les vaccins, on est dans un domaine qui intéresse bien sûr tout à chacun, mais qui intéresse aussi l'État. On est dans ce que Jean Bénard, un spécialiste d'économie publique, appelait un concernement. Le concernement, c'est un néologisme, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et ça concerne quoi, ça concerne qui? Ça concerne l'État, ça concerne la collectivité, et ça me concerne. Et donc, s'entrechoque ici un concernement
étatique qui me dit je vous oblige à vous vacciner, un concernement collectif qui me dit il y a une couverture immunitaire qui est garantie si on vaccine. Alors je suis docteur mais pas en médecine, donc je ne vais pas donner un chiffre, mais on peut vacciner un pourcentage de la population. Il me semble que 100% ne serait pas efficace, ça pourrait être contre-productif. Donc imaginons qu'il faille vacciner 60% de la population, ou 80%, je ne sais pas. Donc ça, c'est la couverture immunitaire que l'on a par la vaccination. Donc c'est un besoin collectif. Et si on imagine qu'il y a 20% qui échappent, eh bien, ce ne sont pas forcément des anti-vax. Il y en a, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des freeriders. En économie publique, le freerider, c'est pas le cavalier libre, c'est alors ce que Jean Bénard appelait du temps où où c'était encore politiquement correct, un passager clandestin. C'est quelqu'un qui essaie de profiter, c'est un opportuniste. Ouais. Il essaie de profiter d'une situation, c'est l'autostoppeur. Ouais. Enfin, là aussi, c'est un peu démodé, mais je n'oserais plus faire d'autostop. Mais l'idée, c'était de dire, je fais du stop à l'entrée de l'autoroute. Voilà, on prend ma place, on n'a pas besoin de faire descendre ma grand-mère pour me laisser prendre la place. Donc c'est cette idée-là. Et le freerider, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se dit si tout le monde, tous ceux qui sont finalement très motivés à se faire vacciner, se font vacciner, j'aurai la couverture Ils vont faire le immunitaire, job pour moi, ils feront et le j'ai job pas besoin pour de m'en moi, occuper. et voilà. Et moi, je serai dans Comment est-ce qu'on ramène ça ? Oui, mais attendez, Véronique, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on ramène ça sur les indicateurs économiques sont encore aujourd'hui décisifs dans la popularité ou l'impopularité Parce que tous ces éléments, finalement, personnel politique. tous ces éléments entrent dans la popularité. L'idée ici, c'est de dire, enfin, pour faire simple, il me semble qu'il y a un gros défi. Le défi qui se pose, c'est un peu la question de se dire, les agents veulent à la fois de la liberté et ils veulent du conseil. On a besoin de les guider. Le philosophe Alain disait, il y a la résistance et l'obéissance. Et le défi d'Emmanuel Macron, c'est d'arriver à faire comprendre que certes, les agents sont en demande de liberté. Je veux choisir pour moi, le vaccin, etc. Mais en même temps, il y a une nécessité de se soumettre à une autorité, de se soumettre aux obligations, aux gestes barrières, etc. Parce que si je ne me soumets pas, je mets en péril la vie d'autrui. Donc il y a cette ambiguïté, cette solidarité qui est nécessaire. Et aujourd'hui, tout le défi est de dire... Alors vous allez me dire... où est l'économie là-dedans ? L'économie, elle est dans le fait que soit je donne plus de liberté, je donne plus de marge de manœuvre et je peux aussi libérer l'économie. Ouais. Et donc, on a les effets bénéfiques, les effets, et non pas les effets pervers que l'on peut avoir d'un blocage. Et on redonne un peu d'oxygène et finalement... Si la situation s'améliore, eh bien, la situation sur le plan du chômage, c'est l'indicateur phare, le chômage. Mais le chômage atteste de toutes les améliorations dans d'autres domaines. Je précise quand même que pour un docteur en économie, les agents, c'est nous, hein, mesdames et messieurs. Voilà, c'est pas l'agent police. Les agents économiques, voilà. Hein, voilà. Les agents, voilà. Mais... Je me disais, alors, le chômage, c'est l'indicateur clé. Moi, je vous ai toujours entendu, Jérôme, Véronique, dire, le chômage, c'est... La variation du taux de chômage. La variation du taux de chômage. Mais ce sera encore vrai parce que on pourra tous admettre que, bon Dieu, après ce qu'on vient de traverser, le président de la République ou le gouvernement n'est pas forcément responsable de l'aggravation du taux de chômage. C'est un peu l'idée. Alors, je dirais plutôt qu'il est responsable mais pas coupable. L'idée, c'est un peu ça. Et ce qu'il me semble... être en train de se construire, c'est un peu l'idée. On part du principe, je vous remets les choses à plat, ce que je disais tout à l'heure. On considère que l'électeur, il fait le procès du sortant. Parce que donc, nous, ce qu'on mesure, c'est le sortant. On ne peut pas mesurer l'opposition, elle fait des promesses. D'accord. Donc là, on part sur du réel, sur du concret. Le sortant arrive à la fin de son mandat, il présente son bilan. Il présente ou il ne présente pas. L'électeur, de toute façon, va faire le bilan du sortant. Et l'électeur va juger en fonction de ce qu'il va, lui, ressentir de ce bilan, et il va juger le sortant à l'aune de ses résultats. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on pourrait très bien se dire, responsable mais pas coupable, et il y a un peu de cette tendance, alors je vais être très méchante si je dis ça, mais il y a un peu de cette tendance qui consiste à dire, si on regarde un petit peu Amélie de Montchalin qui nous dit on va faire le baromètre de l'action publique. Je suis allée voir le baromètre de l'action publique qui est sorti il y a quelques jours, donc on se dit il est temps parce qu'il ne reste plus que 18 mois, et on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le bilan, on veut nous vendre un bilan, mais ce sont 25 mesures sur lesquelles on va devoir cliquer pour savoir au plan même régional comment on a avancé sur les promesses qui avaient été faites, des promesses électorales. Mais ce n'est pas un vrai bilan, c'est finalement des engagements, ce sont des mesures, certaines sont des mesurettes, le plan vélo en ville, un jeune, une solution, c'est pas exactement la même chose. Je peux pas me faire une idée globale du bilan si je regarde ça. Mais c'est une façon de dire un peu, c'est the elephant is the room. Le bilan, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est le bilan tabou. J'ai pas envie d'en parler, je préférais l'enjamber parce que de toute façon, le Covid a ruiné mes chances d'avoir des résultats. Mais oui. Et
Et donc, mais attendez, ça pourrait être très habile si on considérait finalement que c'est aussi une façon de dire rendez-vous à la prochaine élection, puisque je n'ai pas pu mettre à plein, je n'ai pas pu mettre toutes les réformes en œuvre. Je vais donc vous demander de me donner une étape de plus, une période supplémentaire, de me réélire pour achever ce que j'avais prévu de faire, parce que finalement, puisque vous m'aviez élu précédemment, c'est que vous étiez d'accord sur ces réformes. Je ne suis pas allé au bout, eh bien, réalisez-moi, et je vous promets, oui, je m'engage. On ne peut pas dire ça non plus, parce qu'avant le Covid, il y avait les Gilets jaunes, donc, et là, pour le coup, il était irresponsable et coupable. Alors, l'histoire des Gilets jaunes, on peut... alors, c'est un peu ambigu, mais bon, retourner sur les Gilets jaunes. Il y a tout un discours, il n'y a pas un discours unique. Ce sera compliqué pour le président de la République de dire... Tout allait bien et tout à coup le Covid m'est tombé sur la tête et donc vous comprenez bien, chers électeurs, qu'il va falloir qu'on recommence au point de départ. En partie, qu'on reprenne, qu'on continue, parce que le discours n'est pas de dire on a arrêté, le discours est de dire on va continuer. Dans le discours, on entend aussi on doit rendre des comptes, donc on sait qu'on doit rendre des comptes. Donc il y a quand même cette sensation de... Il reste 3 minutes, Véronique. La question de la dette, est-ce que c'est une question qui aujourd'hui inquiète? Oui. Oui, c'est une question. C'est une question, enfin la question de la dette qui vient aussi accessoirement de la notion de taux d'intérêt négatif. L'idée, moi je pars du principe... Oui, mais ça, je pense qu'enfin le grand public, il n'a pas trop perception de ce que c'est les taux d'intérêt négatifs. Je ne sais pas, il faudrait peut-être expliquer plus, mais le grand public, quand il emprunte et qu'il se dit finalement, je rembourse moins que ce que j'ai emprunté, c'est finalement, on est au pays des merveilles. C'est pas ça l'idée. Le grand public, il a aussi, enfin, je pense qu'il a aussi une certaine logique qui se dit, qui rembourse ses dettes s'enrichit et qui paye ses dettes. C'est ça. Je cherchais ça. Qui paye ses dettes s'enrichit. Et aujourd'hui, il entend dire au plan européen, certains pays dire, on remboursera pas. On va laisser, on ne remboursera pas, c'est trop dur, on n'y arrivera pas. Le problème, c'est qu'on s'est endetté. Pourquoi? On s'est endetté à des fins de Covid, certes, mais aussi, on a aussi un endettement qui n'a pas permis le meilleur usage possible. Et si l'endettement était fait à des fins économiquement rationnelles, on aurait un endettement efficace qui ferait revenir la croissance. Et là, moi, je suis keynésienne à la limite. Je signe des deux mains. Le problème, c'est que l'endettement n'a pas l'efficacité économique nécessaire et qu'on va finir par emprunter pour payer l'intérêt d'une dette que l'on entretient à terme et qui est un cadeau empoisonné que l'on fait aux générations futures. C'est ça le débat. Les générations futures qui vont avoir une double, voire une triple peine aujourd'hui. Avoir 20 ans aujourd'hui... non, parce que... Non, mais moi... Enfin bon, tiens, on en reparlera ensemble si vous voulez. Parce que parce qu'un État ne rembourse pas ses dettes. Oui, bien sûr. Parce que on retombe... Alors c'est une discussion que j'ai souvent, mais je rejette, mais avec vigueur, cette comparaison entre un État et un ménage. Ne fait pas faillite. Un État ne fait pas faillite, un État à l'éternité pour lui, et à la fin, un État à la force publique pour lui. Oui, mais alors là, la force publique, ça signifie qu'on va décider de façon discrétionnaire. Et ça signifie que le chef d'entreprise n'aura plus la liberté... On les met sur le bûcher et on allume le feu, vous voyez. Vous êtes... non, mais sur le plan de la dette, il y a quand même un souci qui est de dire on ferait un moratoire de la dette, ça signifie qu'on oublie la dette, on paye les intérêts et puis on se lance dans cette logique. On l'a fait, on a vu le FMI le faire pour les pays en développement, on leur a demandé des efforts énormes, ils se sont endettés, ils n'ont pas réussi, du temps du FMI, enfin bien sûr du système monétaire international entre autres, et où le FMI conseillait les pays, on leur demandait des politiques très rigoureuses, en échange de quoi on donnait les crédits nécessaires et au final, on a bien vu qu'on ne pouvait pas y arriver. Et on fait un moratoire. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on entend? En tout cas, il nous reste 10 secondes, c'est un sujet dans l'opinion. Voilà, on peut pas en faire... C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mais il ne faut pas faire croire que l'argent est magique, je pense. Et pourtant, il l'est quand même un peu. Bon, mais on en reparle, Véronique, parce qu'on va se revoir régulièrement. Véronique Jérôme, donc, Élection Scope, qui était notre dernière invitée sur Bismart. Et les amis, on se retrouve demain.